Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du panier que vous écoutez fin septembre, mais c'est pourtant le premier que j'enregistre en cette rentrée, enfin le premier épisode classique du panier, parce que la semaine dernière j'ai enregistré une série spéciale avec mon CTO, une série spéciale sur la tech et le dev, assez cool, mais qui sera sortie je crois quand notre épisode sortira. Bref, je tremble un peu pour ce premier épisode de la rentrée, avec Mehdi qui est en face de moi, qui est le cofondateur de Mool, mool.fr. Qu'est-ce que c'est Mool ? M-O-O-L. M-O-O-L, exact. Et ben Mool, c'est le premier site français, première DNVB de culottes menstruelles en France. Et la première vocation de Mool, c'est de démocratiser la culotte menstruelle et pour qu'un maximum de femmes puissent tester et utiliser le produit. Mehdi, tu as fondé Mool avec ta compagne, ta femme, je vois une alliance au doigt, Mathilde. Hein. C'est ça, exactement. Mathilde, qu'on salue. Après avoir testé différentes choses, mais avec cette envie profonde de lancer des produits éco-responsables, il y a eu 4-5 lancements. Tu me raconteras ces différents projets avant de lancer Mool en 2021, février 2021. C'est ça. Aujourd'hui, donc vous lancez en 2021. On est 3 ans plus tard. Cette année, vous allez faire 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'année est presque finie, donc tu es à peu près sûr de ton atterrissage. Oui. C'est une incroyable croissance, tu vas me raconter pourquoi, et tu vas me raconter pas mal de choses. Déjà, tu vas me raconter le nom. Je t'avoue que quand, je l'ai pas remercié, mais c'est Maxime Dubois de Atelier Loupiote, super épisode que je vous recommande avec Maxime qui est top, qui a fait cette intro. Quand il m'a dit tu devrais rencontrer Mehdi de Mool qui fait des culottes menstruelles, je me suis dit putain, soit ce sont des génies d'avoir choisi ce nom, parce que tu peux pas lancer des culottes menstruelles en les appelant Mool, ou alors justement tu peux parce que tu peux pas. C'est ça. Donc tu me raconteras ce nom qui vient de ta femme, de Mathilde. Oui. Tu me raconteras cette belle croissance que vous avez connue. Vous êtes sur Shopify Plus. On parlera de ce passage, de ce que ça a apporté, de ce que ça n'apporte pas, de combien ça coûte. On parlera de BFR parce que quand on fait une croissance comme la vôtre dans un produit textile, dans un produit tout court, il faut financer le stock. Et ça, c'est de l'argent que tu immobilises. Donc, tu me raconteras comment tu le finances. On parlera aussi d'efficacité, parce que vous êtes sur plein de sujets encore, sur Google Sheet, avec des automatisations. Vous utilisez Zapier. Donc, vous bricolez, mais au sens noble du terme. Moi, j'aime bien ça. Et voilà, ça nous fait pas mal de sujets. On parlera aussi de l'univers concurrentiel, parce que la culotte menstruelle, heureusement, pour les femmes, heureusement pour l'environnement, est en plein développement, mais ça veut dire qu'il y a plein d'acteurs aussi. On parlera du cadre législatif à partir de 2025, c'est ça, les culottes seront remboursées par la Sécu ? Même début 2024, en théorie, ça devait l'être, mais ça doit l'être courant 2024. On est toujours en discussion avec le ministère de la Santé, on attend la loi a été votée, donc on attend la mise en application. Bref, plein de sujets. Tu bossais en banque ? Oui. À la base, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bien la banque, ça paye. T'as des ça laisse le sentiment du mec qui un jour il a pété un câble, tu sais, et puis finalement on va tout arrêter. Non, pas du tout. Au revoir, président. C'est ça. Non, oui, à la base, je suis de formation. En fait, j'ai fait un BTS dans la banque en alternance, et puis la banque m'a plu. Je me suis jamais senti contraint. Je suis pas ce genre d'entrepreneur qui est parti parce qu'il avait besoin de partir, besoin de faire autre chose, de pas avoir de patron, etc. Ça s'est toujours très très bien passé à la banque. C'est juste qu'un jour il y a eu un projet qui m'a appelé et il fallait que je le fasse, quoi. C'est tout. Mais et c'était quoi ce projet ? Et ce projet à la base, donc c'est comme tu l'as résumé tout à l'heure, le Mool on l'a lancé en 2021, mais l'entreprise dans laquelle on exerce Mool existe depuis 2017 et à la base. Donc on était dans la banque et j'ai un ami qui était avec moi à la banque et qui m'a dit mec Et Mathilde aussi était à la banque, hein. Oui, Mathilde aussi. Tout le monde était à la banque. Tout le monde était à la banque. La même banque ? Ouais, Société Générale. Ok, donc mais la même t'étais on était en centre d'appel, si tu veux. Centre d'appel, oui, d'accord. On était 200 sur le site de Lyon, tu vois. Okay. Donc on était nombreux. Et dans ces 200 personnes, t'en as toujours un qui a une idée à la con. Et donc il m'a dit, mec, dans 6 mois, on va vendre des champignons, tu vois. Donc sur le coup, ça m'a fait rigoler. Et il s'avère que c'est vraiment ce qu'on a lancé, parce qu'il y avait ce concept de faire pousser des champignons sur du marc de café. C'est quelque chose qui a été en vogue pendant un moment, pour plein de raisons, parce que écologiquement, c'est bénéfique, et surtout parce que tu crées des champignons, tu fabriques des champignons qui ont un goût qui est bien meilleur que les pleurotes traditionnelles. Donc c'était des pleurotes. Et donc ce projet a été lancé, c'est ce projet-là qui m'a appelé. Et donc quelques mois plus tard, on ramasse 700 kilos par jour de marc de café sur la région lyonnaise, on livre Paul Bocuse, enfin voilà, c'était en voie de décoller et vraiment, ça partait vraiment Soirée et week-end ou t'avais quitté ton job ?
j'ai fait 1 an de période de test pendant que j'étais toujours salarié. Et quand il a fallu passer à de la prod à grande échelle, j'étais obligé de partir. Parce que ça prenait tout ton temps. J'étais agriculteur. Non mais sérieux, j'étais vraiment agriculteur, quoi. Donc ça prend énormément de temps. Et du coup, voilà, au bout de quelques mois, l'activité se porte vraiment bien. Ça va vraiment dans le bon sens. Mais trop de galères de production. Beaucoup trop de galères de production. Et je suis pas ingénieur agronome. Donc le principe, c'est de récupérer du marc de café. On récupère le marc de café. Tu vas le mélanger avec du mycélium de champignon. C'est la graine du champignon, en quelque sorte. Et au bout d'un mois, enfin au bout de 3 semaines, si tu veux, tu as 3 semaines d'incubation. Donc tu as le mycélium qui va se répandre dans le marc de café. Et en 1 semaine, la pousse, elle se fait. Et ensuite, tu les récoltes et tu les livres à tes clients, restaurants, etc. Mais tu livres le champignon le lui-même. Champignon final, bien sûr. Pas une boîte avec le marc et le champignon. Non. Donc le champignon coupé. Ouais. Ok. Nous, on récoltait le champignon à 6-7 heures le matin. Tu livres ça au restaurant. Tu vois, on avait des clients. On avait autant le petit resto du village à côté de chez nous que Paul Bocuse. Comment t'es arrivé chez Paul Bocuse un jour, qui était un 3 étoiles à l'époque, c'est ouais, ça c'était un 3 étoiles. Aujourd'hui 2, l'auberge du Pont de Collonges, mais incroyable ce restaurant d'ailleurs. C'est la première fois que j'y allais. Hein. Okay. Donc t'imagines. Pour vendre des champignons. Je rentrais pas à la porte de la cuisine, quoi. Et un jour, j'ai eu un désistement. En fait, j'avais une caisse de 1,5 kg que je devais livrer et le gars m'a appelé en disant je fais pas de champignons ce midi. Et je me suis dit, les pleurotes, une fois que tu les as récoltées, faut les faire. Et du coup, je me suis dit, je vais chez Paul Bocuse, je ramène la caisse et on verra ce qu'il en pense, quoi. Et ils m'ont rappelé, ils ont passé commande régulièrement ensuite. T'as toqué à la porte de Paul Bocuse et tu lui as dit j'ai des champignons, est-ce que ça vous dit ? Ouais. Je leur ai expliqué le concept rapidement au téléphone et je leur ai dit je vous laisse la caisse, ça vous coûte rien, juste vous testez, vous verrez. Et ils m'ont rappelé, ils ont passé des commandes récurrentes. Comme je te dis, le problème c'était pas la demande, c'était la production qui était trop compliquée. C'est dommage que tu te sois arrêté là. Parce que sinon, ça aurait fait un super titre de banquier agriculteur. Ouais, grave, c'est vrai. Mais je l'ai été, hein, donc. De banquier agriculteur millionnaire. Après, j'ai changé de. J'ai changé de secteur. C'est un peu un hasard, donc ton pote qui te dit, ton collègue, pardon, qui te dit, allez, viens, on va vendre des champignons. Dans 6 mois, on va vendre des champignons. Ouais. Mais donc, tu crées cette boîte, vous vous associez. Je la crée tout seul au départ, parce que lui qui m'a donné l'idée. Lui n'a pas voulu le faire finalement. Parce que pendant l'année, si tu veux, de test, lui, ses tests, ils ont tous foiré. Donc il a dit, laisse tomber, moi, c'est pas fait pour moi. Mais comment ça, ces tests ? Vous aviez pas les mêmes tests ? Non, on a fait des tests chacun de notre côté. Des tests de quoi ? De pousses. Sur le même produit ? Ouais, récolte de marc de café, machin, truc. Et lui, ses tests, ils ont tous foiré. Et moi, les miens, ils ont tous marché. Ok, pourquoi donc, ils ont réussi les tiens et pas les siens ? On passera à autre chose après, pardon, chers auditeurs. En vrai, je sais pas. Pas, mais en tout cas, le destin fait que du coup, moi, les miens marchent et du coup, moi, je me dis incroyable, c'est génial et du coup, on va y aller. Donc, j'y vais et ensuite, il me rejoint dans l'entreprise. Il reste quelques mois, il repart et Mathilde rachète ses parts à ce moment-là puisque elle était en congé maternité. On a eu des enfants pendant cette période-là et du coup, après, elle se remet à fond avec moi dans l'entreprise. Donc, une entreprise dont le fil rouge est créer des produits éco-responsables. Oui, toujours. On a toujours, toutes les marques qu'on a lancées ou les projets qu'on a testés, il y a toujours eu ce fil rouge de vendre des produits éco-responsables et de la manière la plus éco-responsable possible, que ce soit dans la logistique, l'acheminement, la production. On essaye toujours de minimiser l'empreinte carbone le plus possible. Et après, on a fait l'erreur dans certaines marques de trop le marketer. Parce que tu as eu un peu la mode du zéro déchet, etc. Et on a beaucoup trop marketé là-dessus. Et en fait, ça a été une erreur. Mais tu vois, c'est une erreur qui nous a servi pour Moule derrière. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient sur Moule, on lui dit pas que Moule, c'est écologique. C'est écologique par essence. C'est pas écologique d'un point de vue marketing. Ouais. C'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut juste, c'est avoir des produits, distribuer des produits de manière écologique et avec le plus faible impact environnemental. Mais on va pas le marketer comme tel. On va pas te marteler la tête en disant une culotte menstruelle c'est écologique, c'est super pour la planète, etc. On le sait, il n'y a pas besoin de le redire. C'est intéressant, j'essaie de tirer l'apprentissage ou la grande leçon là, mais ta culotte menstruelle, elle est par défaut utile par la planète et ton acheteuse, elle le sait. Maintenant, c'est ça, elle le sait. Donc tu lui matraques pas. Bien sûr, on lui a trop matraqué dans la tête qu'il fallait faire attention à la planète, que les produits ils devaient être écologiques. Donc il faut aller se battre sur autre chose. Il faut aller se battre sur autre chose. Et tu te bats sur quoi ? La santé, la praticité, le côté économique. Il y a plein d'autres leviers à exploiter en vrai.
du marc de café et les champignons jusqu'à moule, il y a eu quelques autres sujets, oui. 4-5 en tout, ouais, c'est ça, que vous testez, que vous lancez, il en reste un qui est en ligne, qui est Capybara. Capybara, ouais. Pardon. Capybara.fr, c'est notre site. Capebara. C'est ça. .fr. Et c'est toujours une marque en activité qu'on a gardée, sur laquelle on a développé des produits. Donc il y a des produits sur lesquels on a fait de l'achat-revente, et il y a des produits qu'on a travaillés, comme notre éponge lavable par exemple. Et c'est des produits sur lesquels on a fait 4-5 versions d'essai pour arriver à une version finale qui tient la route. Et aujourd'hui, c'est une marque vraiment que je trouve incroyable, mais qui n'a jamais réussi à percer pour, je pense, une partie de ces raisons qu'on évoquait avant. C'est qu'on a beaucoup trop voulu s'embrancher dans ce truc de zéro déchet et d'écologie, etc. Mais aujourd'hui, c'est une marque, honnêtement, si on mettait plus d'énergie dedans, qui pourrait cartonner, c'est sûr. C'est que de l'énergie ? Du temps, de l'argent, tout ce qui manque à un entrepreneur et à une équipe. Non, mais c'est intéressant parce que donc, il y a d'autres projets qui sont encore live ? Non. Donc il reste Capybara et Moule. Ouais. Bon, donc c'est intéressant parce que là, tu as 2 sujets sur lesquels tu peux faire un peu un comparo. Ouais. Quand on dit 8 millions en 2024, c'est incluant les quelques petits pourcents de Capybara. Oui, c'est ça. Ok. Donc, tu as bien vu une marque qui explose et une marque qui stagne. Bien sûr. Les auditeurs, auditrices qui regardent la vidéo me verront faire des gestes dans tous les sens depuis tout à l'heure. Donc, tu as bien une marque qui stagne et une marque qui explose. Oui. Et d'ailleurs, notre premier modèle de culotte menstruelle, on le lance avec Capybara. Et pourquoi tu as décidé de sortir, tu vois, de... Parce que trop convaincu du potentiel du produit et les chiffres étaient décevants sur Capi. Donc là, tu as bien fait confiance à tes guts, à ton instinct. Tu t'es dit, sur Capi, il y a plein de produits, des éponges lavables et machin, et une culotte menstruelle. La culotte, j'y crois vraiment, je le sors. Exactement, et je on lui en fait une trouve un marque nom à part. Sympa. Et t'en fais une marque à part. Exactement. Et t'as mis tous tes efforts d'investissement, d'achat média sur Moule. Exactement, et au moment où on lance Moule en 2021, le marché est ultra concurrentiel. Il y a énormément de concurrence, il y a plein de DNVB qui sont présentes, et si tu veux, tout ce qui revenait de la part des clients de ces marques-là, et de la part du public, et de la part des équipes, enfin voilà, on a quand même sondé un minimum, c'était « Ouais, les culottes menstruelles, ça a l'air cool, mais c'est trop cher ». Et dès le début, on s'est dit, ok, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de se démarquer, primo, parce que sinon on est mort, il y a trop de concurrence. On va jamais réussir à émerger. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on peut offrir cette culotte à la cliente ? Est-ce qu'on peut offrir la première culotte pour qu'elle puisse tester ? Et donc le défi, c'était ça, en fait. On savait qu'il fallait trouver un élément de différenciation. Et quand on a eu cette idée de la première culotte offerte, on s'est dit, il faut qu'on aille à fond là-dedans et qu'on trouve un moyen... avec des tableaux Excel, de faire en sorte que économiquement ce soit pas un suicide. Parce que votre première culotte sur Moule est offerte. D'autres le font maintenant ? Non. D'autres l'ont fait avant vous ? Non, personne ne le fait dans la culotte menstruelle. Okay. Parce que votre première culotte menstruelle, mesdames ou messieurs, qui vous pourrez l'acheter pour vos dames ou vos enfants ou vos filles, est offerte et remboursée si vous faites une deuxième commande. Parce que vous ne payez que les frais, pardon. Ouais, c'est ça. La première cliente, elle a sa première culotte offerte. Elle paye que les frais de livraison, et les frais de livraison, on lui rembourse à la deuxième commande. Okay. Ça veut dire que si l'utilisation du produit ne te convient pas, t'as quasiment rien perdu. Ce qui n'est pas le cas... Je reviens quand même au schisme qu'il y a eu quand tu as sorti la culotte menstruelle de Capybara pour la mettre sous Moule. Ouais. T'as pas aussi un enseignement là de ces DNVB qui se lancent sur un monoproduit sur lequel tu mets beaucoup d'efforts pour, tu vois, aller grappiller de la part de marché avant éventuellement de t'élargir ? Parce que Capybara aujourd'hui, je regarde nos produits... J'en vois beaucoup, hein, du tote bag au déodorant en passant par l'hygiène des oreilles. On l'a travaillé pendant 2 ans, la marque, donc on a et de l'autre côté, t'as Moule, culotte menstruelle. Ouais, exact. Bah, Moule, culotte menstruelle. C'est pas ça l'enseignement aussi ? Si, peut-être. Mais en fait, on a eu ce qu'on n'avait pas eu avec les autres marques, c'est qu'on a eu un bon product market fit dès le début. Ok. On était convaincus que la culotte menstruelle plaisait, que la culotte menstruelle était attractive pour les clients de plein de manières, écologiquement, santé, enfin tu vois tous les chocs toxiques, les problèmes que tu peux avoir avec les protections jetables. Écologiquement, si tu veux, ça cochait toutes les cases. La seule case que ça cochait pas, c'est je sais pas si je peux tester parce que je sais pas si ça va me convenir. Et quand une culotte menstruelle ça coûte 35 €, tu peux comprendre qu'il y a une grosse partie de la population française qui se disent
je vais pas tester parce que si ça me convient pas, j'aurais perdu 35 €. Et c'est pas rien en fait. Et donc le combat, c'était vraiment de se dire, il faut qu'on aille les convaincre d'utiliser ce produit-là. Et la meilleure manière de les convaincre d'utiliser le produit, c'est de les faire essayer dans leur intimité. Tu vois, c'est très intime comme produit. Donc, et ma femme, elle était sûre de ça. Parce qu'elle a eu cette révélation aussi. Je reprends, vous décidez de sortir la culotte menstruelle de Capybara. Pourquoi moule ? Pour être tout à fait honnête, comme je te l'ai dit, je me suis dit, soit c'est brillant, malin, soit c'est lourd et c'est trouvé par un mec. Et c'est la première question que j'ai posée à mais c'est le marché qui décide de si c'est brillant ou si c'est lourd. Donc on a juste essayé, ma femme a eu cette idée, après elle a dit non mais on peut pas faire ça, l'équipe a dit non mais on peut pas faire ça. Et moi j'ai dit mais pourquoi on peut pas le faire ? Le nom de domaine il est dispo, c'est en 4 lettres. C'est cool comme nom, ça reste dans la tête des gens et c'est tout ce qu'on veut. Donc on l'a fait. C'est une idée de Mathilde. Ouais, à la base, ouais. Okay. Et donc, ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ouais, non, mais en gros, c'est ça. Hein. Et le marché a décidé que c'était une idée cool, en fait. Avec une vision que tu me partageais tout à l'heure, hein, c'est que demain, toute culotte doit être menstruelle. Oui, ça, c'est notre vision de long terme. Aujourd'hui, je pense que déjà aujourd'hui, ça pourrait l'être. La techno va continuer d'évoluer. Le but, c'est de faire des produits le plus fin possible et le plus absorbant possible et le plus confortable à porter. Mais ouais, je pense qu'il faut que tous les sous-vêtements soient menstruels pour plein de raisons, en fait. C'est que les femmes, elles n'ont pas que leurs règles, elles peuvent avoir plein d'autres soucis, plein d'autres inconforts qui sont complètement corrigés par juste le port de la culotte menstruelle tout le temps. Et culotte menstruelle, c'est pas forcément une couche super épaisse, machin, comme ça peut être dans la tête des gens, parce que faut quand même se dire que nos grands-mères, elles utilisaient déjà des culottes menstruelles, sauf que c'était pas confortable, c'était pas hygiénique, c'était pas pratique. Et aujourd'hui, le but, c'est d'avoir de la lingerie. En fait, c'est nous, ce qu'on veut faire, c'est que ta lingerie menstruelle dans ton tiroir, ça soit ta meilleure lingerie. Sur tous les points de vue, d'un point de vue de confort, économique, et justement, c'est ça. Qu'on soit content de se montrer en culotte menstruelle. Exactement, qu'il n'y ait pas de souci, quoi. C'est intéressant, je l'avais jamais vu comme ça, mais en fait, les culottes menstruelles ont existé de tout temps. En fait, c'est les tampons et les serviettes qui sont pas une hérésie, mais un épiphénomène du XXe siècle. Bah, comme l'essuie-tout, hein. Ça date de quand ? On est en train de revenir à de l'essuie-tout réutilisable comme on utilisait avant. Ouais. En fait, tu as une espèce de phase du tout jetable qui est en train de... Regarde les appareils photo. Tu as eu les appareils photo, après tu as eu les appareils photo jetables, et ensuite tu as eu les appareils photo. Ça date de quand, les tampons, les serviettes ? Franchement, je sais pas. Je vais être honnête. Quelques décennies, mais je saurais pas te dire. Il faudrait y regarder, d'ailleurs, c'est intéressant. Mais trop longtemps, j'ai envie de dire. Je suis dessus. J'ai une illustration qui date de 1905 et qui fait très, 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 très peur. Ok. Bon, vous irez voir vous-même. C'était les premiers. Chers amis, sur Wikipédia. En 1896, la première serviette hygiénique est commercialisée aux États-Unis par Johnson & Johnson. Ouais. Toutefois, sans se populariser. Elles sont produites industriellement après la Première Guerre mondiale. Et explosion. En gros, un brevet portant sur une serviette hygiénique a été déposé en 1957. Donc voilà, en gros, c'est les 50 dernières années qui nous ont pourri la planète. Bien sûr. Et d'ailleurs, on parle des protections hygiéniques, mais pour tout. Et puis on parle que de la France, parce qu'il y a encore plein de pays où c'est toujours un problème. Hein. Il y a un super film qui s'appelle Padman, d'ailleurs, qui traite de ce problème en Inde, où tu as un homme qui est arrivé et qui s'est dit, il faut que je fasse des protections réutilisables pour ma femme, parce que les protections jetables, personne ne peut se les payer en Inde. Et les femmes, si tu veux, en Inde, c'est un gros sujet, parce que quand elles ont leurs règles, elles doivent être dans une pièce à part. C'est très tabou, on n'en parle pas, les femmes ont honte quand elles ont leurs règles, etc. Donc il y a encore ces problèmes-là, je te parle de l'Inde, mais t'as encore une immense partie de la population mondiale qui est en situation de précarité menstruelle. Même en France, t'as des millions de femmes en situation de précarité menstruelle, notamment des étudiantes, qui n'ont pas les moyens de se payer des protections. Padman, en deux mots, PAD plus loin man, ou oui, pad comme un pad, c'est ça. Sorti en 2018. D'ailleurs, je le recommande, hein, il est exceptionnel ce film. Ok. Avec, disponible sur les plateformes de streaming. Amitabh Bachchan. Oui. On revient. Toute culotte menstruelle. Donc, l'univers concurrentiel était concurrent en 2021 quand vous lancez Moule. Quand vous sortez Moule de Capybara. Et aujourd'hui, ça a bien évolué parce qu'il y a toujours certaines DNVB qui étaient là à ce moment-là.
Et certaines ont fermé depuis. Pour des raisons de hausse de coûts d'acquisition et de difficultés dans le monde du e-commerce en général. Mehdi est passé chez Théo, pardon je dis Théo, chez Théo Lyon, les mots de l'e-commerce, qui est un super émission, super podcast aussi, en 2022 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, t'avais un coup d'acc à 50 centimes. Oui c'est ça, on avait des non coûts pas un coup d'acc. Si, coup d'acc. On avait des coûts d'acquisition clients à 50 centimes. En fait on aurait pu littéralement exploser à ce moment-là, mais on n'avait pas les reins assez solides, on n'avait pas le stock nécessaire pour pouvoir livrer tout le monde. T'aurais aussi pu exploser dans le mauvais sens du terme. On aurait aussi pu... oui, complètement. En préparant cet entretien, on parlait des feux de paille. Ah oui. Et de ces DNVB qui explosent d'un coup et s'éteignent le lendemain. Mais c'est sûr. C'est un environnement assez fragile et c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont plus là. Et aujourd'hui, la concurrence, d'acquisition post-Covid qui était très bas. Qui était très très bas, ont permis un essor formidable. Mais, bien sûr. Et quand les autres étaient solide, à 15 €, nous on était à 50 centimes. Et en fait, quand on lance Moule, si tu veux, en février 2021, c'est là la notion de product market fit, c'est qu'on lance Moule, les 10 premiers jours c'est un peu creux, et le 11e jour on se prend 1500 commandes. Et là on se dit waouh. Pourquoi, comment ? Et juste product market fit quoi. On était à 9% de conversion sur le site. Avec de l'achat média ? Ouais, bien sûr. Okay. Mais la journée où on fait 50 commandes, on a mis 50 € de Facebook Ads. Donc si tu veux, là tu te poses plus la question de te dire est-ce que c'est le bon prix, est-ce que machin, tu te dis juste comment on va faire pour les livrer quoi. Le stock qu'on avait prévu pour 2 mois, on l'a vendu en 2 jours. Ok, c'est beau. Je parlais de l'univers concurrentiel. Donc univers concurrentiel, des DNVB et des grands noms. Des DNVB à l'époque, pas trop de grands noms installés sur la culotte menstruelle à l'époque. Enfin à l'époque, c'est pas si loin, mais oui, c'était non, mais pas c'est encore un le cas. monde qui change assez rapidement, voilà, mais c'est vrai qu'on beaucoup l'espace de 3 ans. Beaucoup de DNVB sur le coup. Notamment Fempo qui était chez The Family à l'époque, Orloop à Lyon mais qui est fermé aujourd'hui, Sisters Republic qui existe toujours aujourd'hui, enfin il y a pas mal de concurrents, et aujourd'hui l'univers concurrentiel il est composé aussi toujours de certaines de ces DNVB qui étaient déjà là, beaucoup d'autres concurrents qui ont essayé de se lancer qui n'ont pas percé, et les gros qui se mettent sur le marché parce que il y a énormément d'enjeux sur ce produit-là. C'est dans on dit les gros, mais on devrait dire les historiques. Hein, mais on parlait les historiques, pardon. Non, mais c'est moi qui dis gros en plus. Donc, okay. Parce que c'est des gros acteurs par rapport au DNVB, mais c'est plutôt les historiques. Etam, Undies, Dim. Ouais. Tu dois avoir en marque de distributeur aussi, non Il y a pas mal oui, bien sûr, Auchan, Leclerc qui se mettent dessus. Il y a beaucoup d'acteurs. Okay. Et je trouve que c'est bien parce que ça fait connaître le produit. Ça enlève tous les freins. En fait, c'était notre mission de base, si tu veux, c'était d'enlever tous les freins autour de la culotte menstruelle. Donc, plus tu as de la concurrence, plus le produit est connu. Évidemment, une femme, elle a tout intérêt à venir s'équiper chez Moule en premier avant d'aller ailleurs, si elle le souhaite. Mais c'est cool parce que ça lève toutes les barrières. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est que tout le monde utilise des culottes menstruelles. Parce que le premier retour qu'on a, si tu veux, sur les dizaines de milliers d'avis de clients qu'on a, c'est « Ah, j'ai pas l'impression d'avoir mes règles. » Et là, tu te dis, c'est trop cool. Parce qu'elles n'ont pas l'impression d'avoir leurs règles. Ça veut pas dire qu'elles les ont pas. Ça veut dire que le produit est confortable et pratique à utiliser et ça leur enlève une épine du pied, si tu veux, pendant ces cycles qui sont réguliers. Parfois pas. Parfois pas, mais qui sont présents une immense partie de leur vie. Il y a un autre biais dont tu me parlais quand on préparait l'épisode, qui est un biais d'usage, de comparaison de prix. Et là aussi, il y a une évolution dans des mentalités. Oui, bien sûr, mais comme je vais faire le parallèle rapide de la voiture électrique, tu vois, on va toujours te dire, oui, la voiture, tu compares un coût d'achat, mais le coût d'achat, il veut rien dire, c'est le coût à l'usage qui est intéressant dans une voiture électrique. Parce qu'une voiture électrique à 30 000 et une voiture thermique à 30 000 euros, la voiture électrique te coûtera beaucoup moins cher à l'usage parce que beaucoup moins d'entretien, parce que le carburant entre guillemets qui est utilisé est beaucoup moins cher et l'efficience est beaucoup plus importante dans un véhicule électrique. Bon, c'est pareil pour une culotte menstruelle si tu veux. Aujourd'hui les personnes et je pense il y a un peu de lobby aussi derrière tout ça, c'est de dire oui les culottes menstruelles c'est pas si peu cher par rapport à des protections jetables. En fait c'est faux parce que même si tu compares juste le prix de 2 protections hygiéniques et que tu te dis un tampon c'est une protection hygiénique et une culotte c'est une protection hygiénique, la culotte est déjà moins chère.
Mais si en plus tu rajoutes à ça le fait que la culotte, elle a 2 fonctions et pas une seule. Un tampon, il est juste une protection hygiénique. Nous, c'est une culotte plus une protection hygiénique. Donc si tu as 10 culottes menstruelles dans ton tiroir, tu n'as pas besoin d'autant de lingerie que si tu n'en as pas. Et là, ça rend encore plus le produit viable économiquement et intéressant pour les clients. Intéressant. Dans ces usages aussi, il y a l'habitude d'acheter, je pense, des protections hygiéniques en grande distrie, en grande surface. Vous n'y êtes pas du tout aujourd'hui. Donc tu fais 8 millions, oui. à peu près l'intégralité sur moule. 90% online. On est présent dans quelques pharmacies. On va livrer des collèges, des lycées, des collectivités, par exemple, qui ont des budgets pour équiper des étudiants en situation de précarité. Donc tout ça, on est aussi sur le coup. Mais je t'avoue qu'on a eu tellement si tu veux, notre cheval de bataille, ça a été comment on répond à la demande. Et comment on propose le meilleur prix au client. En gros, ça a toujours été, et la meilleure qualité évidemment, ça a toujours été ça le cheval de bataille. Donc si tu veux, commercialement, aujourd'hui je vois plein de boîtes, même des DNVB, elles sont parfaites sur tous les plans de com, de flow, d'automatisation, machin, il y a tout qui roule. Nous, c'est pas forcément le cas, tu vois, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de trucs qu'on peut améliorer, il y a plein de trucs qu'on peut optimiser, et à chaque fois que je prends contact avec des experts de certains domaines, ils me disent « Mais attends, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. » Mais en fait, c'est qu'on s'est vraiment battu pour comment on répond à la demande et comment on n'explose pas en vol. Et voilà. Mais 90% online, et avec cette mesure qui va bientôt passer, on en reparlera peut-être après. Bon, on peut en parler là, mais donc le remboursement des culottes menstruelles. Oui, par la sécurité sociale. Qui doit intervenir normalement début 2024 et qui va... la loi a été votée, donc ça va passer en 2024. Les culottes devront être achetées en pharmacie dans un premier temps. Ensuite, il y aura une plateforme dédiée qui sera mise en place, visiblement, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Donc si le gouvernement a plus d'infos, nous on prend parce qu'on a besoin de s'organiser. Pour l'instant il n'y a pas de gouvernement, mais bon, le 27 septembre il y en aura peut-être un, on ne sait jamais quoi. Là pour l'instant il n'y a pas d'infos. Et oui, on a besoin d'y voir plus clair pour pouvoir se structurer et répondre au mieux à la demande, parce qu'une fois que cette mesure va passer, les Françaises vont vouloir s'équiper. Mais du coup, en pharmacie pour commencer. En pharmacie pour commencer. Tu n'y es pas. On est dans quelques pharmacies déjà. Quelques, ça veut dire quoi ? Il y en a 20 000, je crois, en France. Il y a 24 000 pharmacies en France. Merci. Aujourd'hui, on en a une centaine. Et l'objectif, c'est d'en avoir plusieurs milliers. Mais pour ça, il faut qu'on soit sûr déjà que le canal de distribution sera les pharmacies. Parce que moi, tous les pharmaciens avec qui j'ai discuté, c'est « Mais comment on va faire pour stocker tout ça dans nos officines, en fait ?» Ils n'ont pas beaucoup de place. On n'est pas sur un produit... là, on va être sur un produit remboursé et de première nécessité, si tu veux. Donc il faudra que toutes les pharmacies en aient. Et quand une femme va arriver, il faut une diversité de modèles et de tailles. Nous, on fait du 3XS au 8XL. Si tu commandes un modèle dans toutes les tailles, ça fait 8XL ? Ouais, 3XS au 8XL. Ok. On couvre 98% des morphologies en France. Ok. Et ça aussi, ça a été une vraie volonté, c'est de faire de l'inclusivité aussi là-dessus, parce qu'on a pas mal de concurrents qui s'arrêtent au 3XL. Mais quand le produit va être remboursé par la sécurité sociale, tu vas dire quoi à celles qui font du 3, 4, 5, 6, 7, 8XL ? Qu'elles ne peuvent pas bénéficier du produit. Mais donc là, tu as un enjeu qui est hyper intéressant, c'est que la loi va passer à un moment ou à un autre, on aura le détail à ce moment-là. C'est ça. Pour l'instant, c'est a priori en pharmacie, a priori en 2024. Oui. Donc tu peux effectivement pas lâcher tous tes chevaux au risque de te mettre à mal. Je peux pas lâcher tous mes chevaux, je peux pas mettre tout mon stock dans des pharmacies si le produit se vend pas. Ça, c'est sûr. Il y en a qui ont fait le choix de surréagir et d'y aller tout de suite. Moi, je fais partie de ceux qui se sont dit « Oula, on va quand même attendre un petit peu ». Parce que, toujours le même problème de livrer nos clients, t'as plein de boîtes qui ont fait plein de CA l'année dernière parce qu'elles ont livré toutes leurs culottes dans des pharmacies, mais des culottes qui ne se vendent pas. Les pharmaciens nous le disent, c'est des produits qui ne se vendent pas en pharmacie. Ça se vend en ligne. Et ils vont se vendre en pharmacie quand la loi va passer, évidemment. Mais là, t'as un enjeu parce que le pharmacien... il va pas mettre 25 modèles, 25 marques dans sa pharmacie. C'est tout l'enjeu. Et on a des avantages concurrentiels de taille face aux autres, notamment en termes d'inclusivité, qui feront que je suis sûr qu'on aura notre place. Mais de toute manière, c'est ce que je disais, si demain la loi passe comme elle est prévue de passer, c'est-à-dire qu'il faut que les culottes menstruelles soient récupérées en pharmacie pour bénéficier du remboursement. Même si c'est le cas, aujourd'hui, comme on est structuré, on ne peut pas livrer toute la France. On ne peut pas livrer toutes les Françaises. Pas tout de suite. On n'est pas structuré pour ça, donc... encore une fois, c'est une opportunité où il y aura de la concurrence et une concurrence saine, mais on a des avantages sérieux par rapport aux autres, vraiment.
Ok, non, je te crois, c'est hyper intéressant, mais c'est un choix qui doit pas être, enfin en tout cas qui a dû être réfléchi, qui est pas forcément évident. Non, il y a une part de risque dans ce choix de ne pas toujours. se lancer à fond sur les pharmacies en te disant j'occupe le terrain le jour où. Évidemment. Mais pour l'instant, on fait le choix de se concentrer sur les clientes, gagner du terrain. En France, on va livrer quasiment 1 200 000 culottes cette année. C'est beau. Donc plus on sera dans les commodes des Françaises et plus on aura aussi de la crédibilité à rentrer dans des pharmacies. T'as une idée de comment tu te situes par rapport à la concurrence ? En termes de taille et de volume, je veux dire ? En termes de chiffre d'affaires, on n'est pas la plus grosse des NVB parce que on vend nos produits moins cher que les autres. Mais par contre, en termes de volume, on est largement devant les autres. Il n'y a aucune DNVB de culottes menstruelles qui a livré 1 200 000 culottes cette année. J'en suis à peu près sûr. Cool. Comment ça se produit ? Ça se produit où, une culotte menstruelle ? Nous, on a fait le choix de faire fabriquer en Chine, dans la province du Guangdong. On avait déjà des contacts par nos précédentes activités en Asie. Et depuis, ça a bien grossi, parce qu'on a un bureau à Shenzhen où on gère les opérations là-bas, où on garde un lien étroit avec notre atelier qui est à Shantao. C'est une petite bourgade de 6 millions d'habitants à 400 km de Shenzhen. Et c'est là-bas qu'on produit, si tu veux, la province de Shantao, c'est le berceau de la lingerie en Chine. Et l'atelier avec lequel on travaille depuis le début, c'est un atelier qui fait de la lingerie depuis une centaine d'années. Et donc ils ont réadapté un petit peu leur modèle pour nous, parce qu'on représente quand même une bonne partie de leur chiffre d'affaires maintenant. Mais on a un lien très étroit avec eux. 1 200 000 culottes l'année dernière, c'est ça ? Ouais, en 2024. En 2024, ouais. Ok. 1 200 000 1 200 000 culottes, ouais. Ok. Comment t'as trouvé cet atelier ? Comment on a trouvé cet atelier ? C'est notre employé chinois qui a cherché en fait pendant longtemps le bon interlocuteur. T'as dit notre employé, hein ? Ouais, on a un bureau à Shenzhen, ouais. avec okay. On a 2 personnes là-bas. Et sans eux, clairement, ça aurait pas pu se faire, parce que nous, l'objectif, si tu veux, quand tu veux offrir un produit au client et que t'as pas de finances, que t'as jamais levé de fonds, que t'as jamais fait tout ça, t'es obligé de couper déjà tous les intermédiaires pour y voir plus clair, déjà de base, sur le sourcing des matériaux, etc. Et pour avoir une totale maîtrise de tes coûts. Et je pense que honnêtement, c'est ça aussi qui nous a permis de survivre et de nous développer. C'est que on a par nécessité été contraint de faire attention à chaque centime au lancement du business. Parce que quand tu te lances, que tout marche vite et que tu te contentes juste de dire combien un truc me coûte et moi j'applique ma marge et je le revends à ce prix-là, ça, nous, on n'a pas pu le faire. On a été obligé de veiller à ce que chaque centime qui puisse être évité d'être dépensé et économisé, on a dû compter là-dessus pour se développer. Ok. Donc un bureau en Chine, est-ce que ce serait... tout le monde produit en Chine ? Est-ce que la concurrence produit, je sais pas, en Turquie, au Portugal, en France ? En tout cas, la matière première vient de Chine. Toute la matière première vient de Chine ? La plupart, si tu veux, la fibre de bambou, par exemple, les bambouseraies sont cultivées en Asie. Je t'ai pas posé la question, il y a quoi dans une culotte menstruelle ? Eh ben, ça dépend des modèles. Mais Okay. On va avoir principalement de la fibre de bambou, du coton bio, de l'élastane, du nylon, polyamide aussi, c'est de la microfibre, voilà. Il y a une diversité de matériaux, mais qui sont tous... Enfin, il n'y a pas de champ de coton bio en France. Je pense qu'on le sait tous. Donc, in fine, le fait de sourcer localement en Chine et de faire fabriquer en Chine de A à Z réduit l'empreinte carbone au maximum. Aujourd'hui, même si, je te dis n'importe quoi, économiquement, c'était plus avantageux de faire fabriquer en France, dans tous les cas, je polluerais plus à faire fabriquer en France mon produit, du fait des chutes de tissus, etc. Enfin, si tu veux. Quel est le taux de chute ? Il y a à peu près 25-30%. Donc sur une qui tonne, sont perdus. Tu perds 300... Sur une tonne de matériaux, tu perds 300 kilos. Que tu aurais fait venir en France. Donc, en gros, ça te coûterait, t'aurais pollué pour la planète, 30% pour ces 300 kilos, tu aurais rajouté une empreinte carbone substantielle qui serait in fine perdue inutilement, du coup. Donc, on a tout intérêt aujourd'hui à faire l'intégralité de la production en Chine. Si demain, il y a des champs de coton bio en France et l'ensemble des matériaux français,
Oui. Mais c'est pas parce que tu achètes ton rouleau de tissu chez Saint-Maclou que ton empreinte carbone, elle est de 0. Compris. Il faut s'intéresser, si tu veux, au problème, au fond du problème, d'où vient la matière première. Et vous êtes posé la question ? Bien sûr. Vous vous posez la question ? Ah oui, complètement. Mais tu le mets... Ok. Aujourd'hui, c'est pas... Aujourd'hui, d'un point de vue environnemental, ça serait très mauvais pour l'environnement de faire fabriquer en France le produit. Si demain ça change, moi je suis ouvert. Après, ce Made in China, si tu veux, on va pas le marketer auprès du client, puisque les clients ont toujours, malgré tout, cette image du... non mais c'est vrai, si c'est fabriqué en Chine, ça pollue et c'est de mauvaise qualité. J'ai fait un super épisode et putain, le nom m'échappe. Mais ça va me revenir. Je vous le retrouve. Non, mais justement, quelqu'un qui fait des produits du quotidien pour chargement téléphone, pour sac à dos, ce genre de choses, qui a un bureau en Chine et qui vend partout dans le monde. Ouais. Ah putain, ça va me revenir. Native Union. J'ai des produits vraiment, vraiment cool. Et moi, j'utilise pas mal de ces produits. Mon étui de Mac, mon sac à dos sont des Native Union. Et en fait, lui, il est installé en Chine depuis toujours. Ouais. Et il vend partout dans le monde. C'est lui qui avait créé d'ailleurs une de ses premières boîtes, c'est ces écouteurs que tu peux brancher en filaire jack à ton téléphone portable, et qui ont une gueule d'ancien téléphone, tu sais, à l'ancien. Ah d'accord, oui. Il a fait un carton avec ça dans les années, je sais pas, 2000. Bref, il est installé là-bas et qui me dit, on n'a pas idée de la vitesse à laquelle change la Chine. Justement sur le bio, sur le recyclé. Et moi, mon sac à dos, c'est que du plastique de bouteille recyclé. Bien sûr. Il me dit c'est impossible de trouver ça ailleurs dans le monde. Et c'est pas une question de prix, c'est une question de la vitesse à laquelle changent, au pluriel, les industries, les manufactures chinoises. Mais c'est sûr. Pour s'adapter à ce que nous, occidentaux, voulons, elle est dingue. La Chine a été incroyable. Si tu veux, quand tu parles encore aux Français aujourd'hui, quand tu leur dis, t'imagines quoi ? S'ils connaissent pas. T'imagines quoi de la Chine ? Ils imaginent un grand nuage de fumée et des enfants qui travaillent dans des usines. Mais en fait, moi, je suis allé en Chine, j'ai été choqué. Tu arrives à Shenzhen, il n'y a que des véhicules électriques, tu respires un air en centre-ville qui est pur, parfait, tout est automatisé, tout est robotisé, En fait, ils sont déjà dans le monde de demain, c'est impressionnant. J'ai été vraiment choqué de ça, de te dire... après tu peux te dire est-ce que c'est ce qu'on veut ou pas, peu importe, non, c'est pas le sujet. C'est de dire ils ont pris une avance. Mehdi me voyait faire la moue et la moue c'est plutôt de tristesse ou d'énervement par rapport au retard que nous on prend. Ah ouais, non mais c'est sûr, tu te fais tu commandes par exemple ta nourriture à l'hôtel, tu te fais livrer par un robot, tu vois, c'est un truc de fou, tu te dis t'es déjà dans le nouveau monde. Et la Chine, pour beaucoup de gens, c'est encore un pays sur lequel alors oui, il y a plein de choses à faire encore en Chine, et je veux dire que les Chinois ils travaillent dur pour polluer moins, mais d'ailleurs il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça qui dit oui, tu sais, la pollution émise d'un pays par rapport au nombre d'habitants, et elle est supérieure en Chine. Il dit mais si tu enlèves toutes les exportations, elle est bien inférieure en Chine qu'en France, parce qu'ils polluent plus qu'en France par habitant, parce qu'ils exportent dans le monde entier, et que tous les appareils qu'on utilise en Occident sont fabriqués pour une immense majorité en Chine. Mais si tu enlèves tout ça, ils polluent beaucoup moins dans leur quotidien. Ils sont beaucoup plus écologiques, beaucoup plus économiques dans leur approche de la vie. Et tu vois, les nourrissons, par exemple, n'ont pas de couches. C'est comme ça qu'ils apprennent à faire leurs besoins plus rapidement que les autres sur les toilettes. Il y a plein de choses. Et toi, quand tu arrives en Chine, tu vois les gens faire pipi à leur bébé sur le trottoir ou dans les égouts, tu te dis oh, c'est chaud. Mais en fait... ils ont une approche qui est bien en avance par rapport à la nôtre. C'est hyper intéressant. On pourrait faire un épisode complet, voire plusieurs, une série spéciale. Oui, c'est sûr, parce que j'y passe beaucoup de temps et c'est intéressant. J'ai dit que vous bricoliez, mais dans le sens noble du terme. Raconte-moi un peu ta gestion de commande, tes stocks et ton entrepôt. Eh ben... 1,2 million de produits envoyés, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Combien de refs ? On a 400 références à peu près. Sur combien de produits ? Sur une quinzaine, vingtaine... Allez, 20 produits. 20 produits. Oui, quand 20, tu vas 25. Du 3XS au 8XL... Ça fait beaucoup de taille, ouais. Ça fait beaucoup de taille sur un chaque taille, chaque coloris correspond à une référence. Donc, si tu veux, pour un modèle de culotte, on peut avoir 60 refs, par Mais donc, exemple. t'as quand même 400 refs. On a 400 refs en tout. 400 SKU. Et on est en passe d'en avoir à peu près 800 d'ici l'année prochaine. Donc, on va doubler à peu près la taille du catalogue.
Donc élargir encore la gamme de taille. Vous allez faire des couches ? Et non, on fait pas de couches, mais pas mal de nouveaux modèles avec des nouvelles technologies d'absorption. Enfin, je peux pas trop en dire pour le moment, mais on va essayer de prendre encore une longueur d'avance par rapport à la concurrence sur la partie produits, tech, etc. Il y a un peu de tech dans une culotte menstruelle, même si c'est pas vraiment de la tech. Et du coup, voilà. Et après, sur la gestion des commandes, si tu veux, tout s'est fait petit à petit. On s'est à chaque fois posé ces deux questions, c'est comment on répond à la demande et comment ça nous coûte pas trop cher. Et donc, si tu veux, on a structuré en 3 ans notre logistique avec toujours ces deux questions sur lesquelles il faut qu'on trouve une réponse positive. Et on s'est construit petit à petit. Et aujourd'hui... Rappelle-moi ces deux questions. Comment on va livrer tout le monde et comment ça nous coûte pas trop cher. Et c'est fait en interne pour l'instant ou vous travaillez avec un partenaire ? Non, on fait tout en interne. Donc vous avez votre entrepôt ? Oui. Il est où ? Il est à Lisieux, à côté de Lyon. Et on a 4 préparateurs de commandes à quasi temps plein. Et sur les périodes de pic, on monte à 12-13 préparateurs de commandes avec des roulements et des équipes on fait les 2-8 pour pouvoir faire rentrer tout le monde dans les 100 mètres carrés d'entrepôt qu'on a pour l'instant. Et donc tout le monde et tout le stock. Et que tout le monde se marche pas dessus, si tu veux. Donc voilà, on veut quand même aussi créer un environnement de travail qui soit confortable pour les employés, tu vois. Et tu utilises quel système, pardon ? Pour la logistique. Ouais. Donc nous, on est sur Shopify. Shopify Plus. Et aujourd'hui, on extrait nos commandes de ce Shopify avec une automatisation sur Zapier. Donc un truc assez basique. En gros, si tu veux, avec Zapier, on va chercher les infos dont on a besoin qui vont apparaître sur l'étiquette d'expé sur le Shopify et on les intègre dans un Google Sheet et ce Google Sheet nous sert à imprimer les étiquettes. Et ça nous permet... Notre préparateur de commandes, il arrive le lundi matin, il a 2500 commandes, 3000 commandes à sortir, il sort tout en 10 minutes. En 10 minutes, si tu veux, tu as tes 3000 commandes qui sont prêtes à être expédiées. Ton Zapier, c'est un Zapier pro, il a fait lui un dev pour le faire ou non, Jean, je l'ai fait moi. Tu l'as fait toi ? Ouais, et je suis pas dev. Donc, non, n'importe qui peut le faire. Je pose la question parce que dans Zapier, on peut aller de très simple à très complexe. Et tu peux mettre du regex et des machins. Et parfois, il faut s'aider d'un mec qui a écrit ça. Donc, tu l'as fait toi-même. Ça va chercher les infos de commande dans Shopify. Tu les intègres dans un Google Doc. Ouais, dans un Google Sheet. Un Google Sheet, ouais. Et ensuite, ce Google Sheet nous sert à imprimer les étiquettes. Et on a fait ça parce que nous, la particularité dans la préparation de commandes, c'est qu'au début, ce qui prenait du temps aux préparateurs de commandes, c'était d'aller voir le contenu de la commande sur une tablette, un device, un écran, peu importe. Et si tu veux, quand tu as 12 préparateurs de commandes avec 12 tablettes différentes, et qu'en plus ils perdent du temps, moi je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour leur faire gagner un temps fou, quoi. Et si tu veux, on a codifié l'ensemble de nos références avec des SKU avec une suite de lettres et de chiffres, donc de A1 à Z24. Et ces SKU sont répertoriés sur les étiquettes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque préparateur de commande, il peut juste prendre une étiquette et préparer la commande de A à Z avec juste l'étiquette, avec aucun besoin de perte de temps à aller chercher sur un device ou autre. Donc ils ont chacun leur tablette quand même ? Non, pas du tout. Non. Ok. En gros, toi, tu prends tes préparateurs de commande, tu prends l'étiquette. Sur l'étiquette, tu sais que tu as 2 A1, 2 B3. Okay. Donc tu vas chercher dans les casiers ce que la cliente a commandé, tu mets ça dans une enveloppe, tu colles et ça part. Et le lien entre ton Google Sheets et l'impression ça, c'est avec nos transporteurs après. C'est le transporteur, ok. Ouais. Qui est ? Le transporteur, on a Colis Privé. Ok. On a Deutsche Post pour l'Allemagne, la Belgique. Et pour l'instant, c'est tout. Et la part de l'international, c'est quoi ? 5% pour l'instant. La Belgique commence à prendre un peu de place. Ok. Ouais, vraiment. Tu mets des efforts ? Un petit peu. Mais pour l'instant, on touche que la Belgique francophone. Et là, c'est la grosse volonté de 2025 aussi, c'est d'être présent un peu partout à l'international pour pouvoir répandre la culotte menstruelle un peu partout. Ok. Avec une telle croissance, avec autant de refs, avec un entrepôt de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés ? Ouais, à peu près, ouais. Et la croissance que tu envisages pour l'année prochaine, ça fait du stock à avoir, un volume avec tu l'as dit, des périodes de pic où tu passes à 12 préparateurs, c'est ça ? Ouais, on a des périodes de pic et puis on cherche à agrandir un petit peu les bureaux. Si tu veux, on est dans un immeuble avec des bureaux à la base, donc c'est pas vraiment un entrepôt, c'est des bureaux qu'on a convertis en entrepôt qui sont au rez-de-chaussée.
Et l'objectif, c'est d'avoir, en fait, on a racheté un bureau, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et en fait, on s'agrandit comme ça petit à petit. Racheter ? Ouais, on achète les locaux, en fait. Ok. Sur le groupe Horizon, qui est la holding ? Sur une autre holding ? Non, on les achète à titre perso. Ouais. Via une SCI. Bon, vous êtes tous et toutes ici très très aguerris en business, mais quand vous avez un business qui tourne et qui a besoin d'un local, c'est pas une mauvaise idée de créer une SCI à part et de louer à cette SCI par votre société principale les bureaux. Ça vous permet de créer un peu de patrimoine. Ça permet de capitaliser, puis ça permet surtout de pas trop endetter l'entreprise aussi. Exactement. Et puis de séparer les risques. Exactement. Mais mon point est le suivant, donc t'as du volume de stock, c'est un enjeu, c'est en termes de BFR. Oui. Ça a toujours été de toute façon l'enjeu, c'est comment on va répondre à la demande. Si tu veux livrer tes clients rapidement et que tu as tes locaux en France et que tu fais fabriquer en Chine, il faut forcément que tu commandes ton stock en avance. Bon, je pense qu'on s'adresse à une population qui va comprendre ces problématiques de besoin en fonds de roulement. Mais plus tu achètes en avance et plus tu fais du volume et plus ton fonds de roulement, donc la somme que tu immobilises en stock que tu ne peux pas encore livrer à tes clients, puisque soit elle est en train d'être fabriquée chez ton fournisseur et tu as déjà versé un acompte, soit elle est dans les transports, etc. Cette somme-là, elle grossit au fil du temps avec l'activité. Et donc, c'est une somme qu'il faut soit payer avec du résultat, soit avec de l'apport, soit avec du financement. Donc nous, et tu l'as dit tout à l'heure, mais vous êtes autofinancé jusqu'à présent. On s'est autofinancé jusqu'à présent. On a levé un petit peu de dette auprès de banques, mais c'était clairement pas assez par rapport à nos besoins. Mais si tu veux lever de la dette pour du fonds de roulement, c'est déjà très rare. On nous l'a accordé parce qu'ils y ont vu un intérêt derrière. Mais ouais, c'est compliqué ces problématiques de fonds de roulement parce que ça peut complètement bloquer la croissance de ton business. C'est pas le tout d'avoir un bon product market fit en fait. Plus tu vas vendre et plus tu as besoin d'argent pour pouvoir vendre ces produits-là. Et donc, c'est pas donné à tout le monde d'avoir de l'argent pour vendre des produits si tu veux. Donc, il a fallu qu'on le fasse petit à petit. Ça s'est fait petit à petit. Quelle est la durée d'immobilisation ? Eh ben, ça varie en fonction du temps de production, des retards de l'atelier, de la méthode de transport utilisée. Elle est de combien ? T'as un ordre de grandeur ? À peu près 50 jours. 50 jours entre le moment où tu débourses. En gros, on a 50 jours de stock immobilisé qu'on a payé, mais qu'on ne peut pas vendre. Parce qu'il est dans les transports, parce qu'il est chez le fournisseur. Voilà. Il y a 50 jours entre le moment où tu débourses et le moment où tu encaisses. En moyenne, si tu veux. Ouais. Okay. Il y a des moyens que ça aille plus vite. Non mais ça fait 2 mois, donc si l'année prochaine tu fais, admettons que tu doubles encore et que tu fasses 15 millions, 15 millions un mois c'est 1,2 million, ça fait 2,5 millions. Ouais, voilà. C'est ça. Mon fonds de roulement il fait x2 et si je suis juste une boîte qui est à l'équilibre parce qu'elle grossit et que, si tu veux, c'est sain d'être à l'équilibre quand tu fais x2 en croissance, c'est relativement sain d'être à l'équilibre. Malgré tout, il te faut des besoins financiers qui sont importants. Et là, si je fais assez simple, tu vas faire 8 millions, tu as à peu près 2 mois de fonds de besoin en fonds de roulement. Ouais. Ça fait presque un... On a 1 million d'euros, 1 million d'euros là qui est immobilisé et qu'on ne retrouvera pas puisque ça fait partie de ce cycle ouais, c'est ça. Voilà, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Et du coup, tu vas lever des fonds ? Du coup, on cherchait à lever des fonds pendant longtemps, mais assez mauvais dans l'exécution parce que pris par le business, l'opérationnel en fait du quotidien, les équipes, structurer les équipes, c'est compliqué. Développer toute la logistique quand t'es pas dev. C'est aussi compliqué, rendre le tout fiable, stable, que tout fonctionne, ça prend du temps, vraiment beaucoup de temps. Et du temps que tu n'as pas à mettre dans la recherche d'investisseurs. Mais du coup, là, on est en train de boucler une levée de fonds, donc je ne peux pas encore trop en parler parce qu'on est sous accord de confidentialité, mais c'est bouclé. Et c'est un gros groupe qui va investir chez nous, un gros groupe français avec... alors, si tu n'as pas le temps de lever des fonds, comment tu l'as trouvé ? Sur le parking d'un resto. C'est Bocuse ? T'es reparti avec tes champignons C'est pas Bocuse. Sur le parking d'un resto, on a croisé le président de cette boîte
Et je me suis dit, faut que j'aille lui parler. J'avais déjà essayé des trucs, d'envoyer un mail à Xavier Niel, tu vois, tous ces trucs-là, je l'avais fait. Ils investissent pas dans des boîtes, dans des boîtes e-commerce. Mais si tu veux, voilà, les tentatives, elles se sont avérées minces. Et puis là, j'ai vu cette personne-là qui m'inspirait de base et que je connaissais, de par ce qu'il faisait. Et du coup, je suis allé l'aborder sur le parking en lui vantant tous les mérites de ce qu'on a fait, etc. Et visiblement, il s'est vachement reconnu aussi dans l'histoire de son parcours, parce que lui aussi est parti de rien. Et donc, il m'a invité à boire un café le lendemain matin. Il t'a accordé combien de temps sur le parking ? Avant de te dire... Sur le parking, 1 minute. Ok. Il m'a dit, je peux pas investir. Sur le parking, il m'a dit, je peux pas investir en ce moment. Mais t'as directement demandé de l'investissement ? Ouais, je lui ai expliqué. Il était en train de partir du resto. Non, mais il n'avait pas le temps. Tu peux aussi avoir une approche avec ce genre de personne qui est je vous admire, j'adore vous rencontrer, je suis entrepreneur, je suis en pleine croissance, est-ce que vous avez 3 minutes pour me donner 3 conseils ? Et c'est exactement ça que j'ai fait, sauf qu'à la place de dire est-ce que vous avez 3 minutes pour me donner 3 conseils, c'est est-ce que vous avez 3 minutes pour que je vous pitch mon projet ? Ok. Et du coup, il m'a renvoyé un mail moi, je lui ai envoyé un email pour lui dire voilà mes coordonnées, etc. Il m'a donné son email sur le parking. Et ensuite, il m'a répondu en disant viens boire un café demain matin, 5 minutes. Donc, j'y suis allé, évidemment. On a bu un café, ça a duré 1 heure. On s'est vachement bien... il y a eu un super bon fit. Et il a vraiment adoré le projet et ce qu'on avait réussi à faire sans moyens, etc. Il a trouvé que les idées étaient bonnes, etc. Et ensuite, ça s'est fait... il m'a envoyé le directeur général de l'entreprise qui est venu 3 heures, 4 heures chez nous sur place pour voir les opérations, comment ça se passait. Pareil, c'est une histoire de famille, donc il s'est vachement reconnu dans leur parcours. Et c'est ça qui est intéressant. Le DG fait partie de la famille du président ? Ouais, okay. C'est ça. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, ils vont investir. Ça fait déjà 5 mois qu'on est en cours de process pour la levée. Mais cette levée, elle est nécessaire pour financer ce fonds de roulement. Ok. Et pouvoir continuer à croître. Tu peux me dire combien tu lèves ? 1,5 million. Ok. Tu peux me dire donner ta valo ? 6 millions, du coup. Pré, post ? Post-monnaie. Ok. 6 millions post-monnaie. Et puis... ça va aussi nous permettre demain d'activer des leviers de dette qu'on n'a pas pu activer aujourd'hui parce que une santé financière trop précaire, tu vois ce que je veux dire. La banque est rassurée s'il y a d'autres investisseurs. Exactement. Et qu'il y a du cash sur les comptes. Et puis voilà, un capital social plus solide. On va rentrer dans quelque chose de très sérieux en fait et très. Mais t'en as envie ? Mais c'est cool, mais c'est génial parce qu'en fait nous, si tu veux, on se sent tellement frustrés de toute cette demande qu'on n'arrive pas encore à satisfaire. Toutes ces choses, ces projets qu'on veut mettre en place, qu'on n'a pas le temps ou les moyens de faire. Quand tu es gérant de la boîte et que tu passes 30% de ton temps à gérer de la trésor, parce que tu es toujours dans des flux court terme, si tu veux, c'est de l'énergie que tu ne déploies pas à développer ton business, développer ton catalogue, etc. Donc, j'en ai plus qu'envie. Mortel. Plus qu'envie. Le temps file, mais ne presse pas. J'aimerais parler d'un truc sur tes leviers. Ouais. Comment tu as abordé le passage de 50 centimes de Kudak à beaucoup plus aujourd'hui ? Tu me diras combien. Ouais. J'aimerais parler du business model de ta culotte offerte. Et après, j'aimerais parler un peu de tech. Ok, c'est parti. Il y a 2 ans, tu passes chez Théo Lyon, tu as un Kudak à 50 centimes. Tu es à combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à 13 € environ. Oh là là, donc beaucoup plus élevé. x26, ouais. Beaucoup plus élevé. Comment t'abordes ça ? Enfin, sur une culotte à combien ? 20... Donc nos produits, on les vend autour de 20 € en moyenne. Ouais. Après, donc la première culotte est offerte. Et après, on fait régulièrement aussi des promotions parce qu'on veut donner beaucoup plus de... Enfin, si tu veux, ce principe de vendre des produits très chers et dépenser beaucoup en pub pour pouvoir vendre des produits très chers, je trouve que c'est une absurdité totale parce que au final, c'est ton client qui paye Facebook, qui paye Google, qui paye... et toi, tu gagnes pas forcément plus d'argent au final pour rémunérer tes équipes et pour développer ton business. Donc, on essaye toujours de trouver le bon prix, à savoir le prix qui nous permet de survivre et pouvoir développer le business, et le prix qui permet d'avoir des coûts d'acquisition qui sont raisonnables. Ce qui fait qu'on est encore en vie aujourd'hui après une inflation
2700%, c'est que on maîtrise très bien nos coûts et que notre coût d'acquisition a certes augmenté, mais notre panier moyen il a aussi beaucoup augmenté. On est passé de à l'époque 7 € de panier moyen à aujourd'hui 30, 34, 35. Donc 7 € le panier moyen. Ah oui, mais tu comptes les culottes gratuites. Bien sûr, bien sûr. Et dans 35, tu le comptes toujours. Ouais. Super. Mais quand on lance Moule, si tu veux, tout le monde veut juste tester. Donc toutes les commandes, t'as quasiment toutes les commandes où c'est que des culottes offertes. Donc ton panier moyen il est forcément très bas. Mais coût d'acquisition très bas aussi, et c'est ce qui nous a permis de scaler le business au niveau qu'on est aujourd'hui. Et alors, si je te demande combien coûte une culotte Moule, je suis pas sûr que tu me répondes. Mais est-ce que tu perds de l'argent sur cette première commande gratuite ? Sur cette première commande gratuite, si tu exclues les coûts marketing, on est à l'équilibre. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux clients de payer en livraison, ça nous permet juste d'amortir les coûts. Et ensuite, il y a la dépense marketing qui vient par-dessus. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nos clients récurrents qu'on a, ils achètent beaucoup plus qu'avant. Mais nos premiers clients, nos first-time buyers, ils achètent aussi beaucoup plus qu'avant. Ce qui fait que le panier moyen, c'est pas 70 € chez les clients récurrents et 7 € chez les nouveaux clients. C'est que ça s'équilibre à peu près. C'est un peu plus équilibré, quoi. Okay. C'est un peu plus équilibré. Et même nos first-time buyers nous font beaucoup plus confiance. Ils bénéficient toujours d'une culotte gratuite, mais ils en prennent 3, 4, 5, 6, 7, tu vois. Mais à quelle fréquence, t'achètes une culotte menstruelle ? Parce que ça dure plusieurs années, tu me l'as dit tout à l'heure. Moyenne, je sais pas si tu l'as dit au micro ou... Non, je crois pas que je l'ai dit. C'est entre 5 et 7 ans d'utilisation si on l'entretient bien. Et les clientes, quand elles l'achètent, si tu veux, elles peuvent soit en prendre une, mais pour un cycle, une femme qui veut vivre un cycle confortablement et pas courir après les machines pour laver les produits, il lui faut entre 7 et 10 culottes, tu vois, pour être vraiment confortable sur un cycle. Avec ces notions de flux aussi, tu vois, tu vas pas porter les mêmes culottes en début, en fin de règle, en milieu de règle, etc., en milieu de cycle. Donc entre 7 et 10 culottes, tous les 5 ans à peu près. Oui, donc toi, tu vois encore assez peu de repeat. Non, on en voit beaucoup de repeat. On voit beaucoup de repeat. Oui, parce qu'elle teste avec une culotte. Elle teste avec une ou deux ou trois ou quatre. Plusieurs modèles. Et ensuite, elle s'équipe avec plus. Et vu qu'on sort des nouveaux modèles, même celles qui sont déjà équipées, si tu veux, elles vont... on a beaucoup de clientes qui mettent nos culottes de règle alors qu'elles n'ont pas leurs règles, si tu veux. Donc ça, non, mais vraiment, ça fait office de lingerie, confort, si tu veux. Donc, okay. Donc elles vont renouveler régulièrement, en fait. Ok, je comprends. Je vais poser une question de mec parce que je n'en ai il y a des modèles détachables, il y a des modèles pas détachables. Détachables, on le fait pas. Okay. On le fait pas encore. Pourquoi ? Parce qu'on trouve pas la bonne manière pour que ce soit confortable à porter, que ce soit pratique. T'as les systèmes de boutons pression, d'accroche, de machin, ça prend toujours de la place, c'est gênant, c'est pas très confortable. Et finalement, la demande, elle est pas faramineuse. Mais on y travaille. Okay. Mais il n'y a pas de modèle détachable pour l'instant chez nous. Ok, compris. Allez, on termine avec la tech. Vous êtes lancé sur Shopify. Aujourd'hui, vous êtes sur Shopify Plus. Oui. Quand est-ce que vous avez fait la migration en termes de chiffre d'affaires ? Je crois qu'on faisait 2 millions quand on a fait la migration vers Shopify Plus. Ok. En interne ou avec une agence, un freelance ? Non, on l'a fait en interne. Je l'ai fait moi. T'as appuyé sur un bouton ? J'ai appuyé sur un bouton, j'ai souscrit au forfait Shopify Plus et voilà, c'était fait. Et alors, un petit retour d'expérience ? Très bien, très bien. Les rapports sont plus précis, on peut avoir des données plus sympas, importantes pour le business. Et en réalité, on s'y retrouve parce qu'il y a toujours un pourcentage de frais que prend Shopify sur les transactions. Si t'es abonné Shopify Plus, ces frais-là sont réduits. Donc finalement, on paierait, je crois, quasiment le même prix si on n'était pas sur Shopify Plus par rapport au volume de flux financiers qu'on a aujourd'hui. Combien tu payes aujourd'hui ? Shopify Plus nous coûte $2 500. Et après, tu as toute la batterie d'applications que tu vas avoir, les applis tierces que tu vas plugger sur ton site. En gros, si je compte au global, ça nous coûte à peu près $60 000 par an. Tout compris. Tout compris. Shopify plus les applis tierces. Ton montant de vente et les applis tierces. C'est ça. Ces applis tierces, 3-4 que tu utilises dont tu peux pas te passer. Yotpo. Ok. Email, SMS. Super. On a migré de Klaviyo. À la base, on était chez Klaviyo. On est parti chez Yotpo. Pourquoi ?
Pourquoi avoir quitté Klaviyo, pardon? Ouais. Parce que Klaviyo nous coûtait cher, très honnêtement. C'est cher, Klaviyo. Nous coûtait très cher et on payait en avance. Ça, c'est toujours un truc, moi, tu sais, j'ai toujours couru, comme je t'ai expliqué, après chaque centime. Et de payer un service même un mois en avance alors que tu n'as toujours pas utilisé le forfait, ça me gênait d'un point de vue trésorerie. Donc ça a été une des raisons, donc cher, et voilà. Et pas forcément plus de valeur ajoutée que Yotpo, même pas du tout. Puisque Yotpo, en fait, ils nous ont directement pris sous leur aile. Ils nous ont aidés à mettre plein de choses en place. Ce que n'a jamais fait Klaviyo à chaque fois qu'on a eu un souci. Enfin, je suis désolé, hein, Klaviyo. Je sais que quand je suis parti, vous avez tous essayé de me contacter sur LinkedIn et tout. Donc, je suis désolé s'il y a quelqu'un de chez Klaviyo qui écoute. Mais c'est la réalité. Quand on a eu besoin, personne n'a été là pour nous. Quand on est parti, tout le monde nous a couru derrière. Mais sinon, sur le moment, non. Et Yotpo, ils nous ont beaucoup aidés sur les préchauffages d'audience, etc. À faire les choses proprement. C'est moins cher et on paye à l'email envoyé ou au SMS envoyé. Et ça, c'est intéressant. Ok. Voilà. T'as fait l'intégration toi-même? Ouais. Je t'ai pas posé la question, vous êtes combien chez Moule? On est une quinzaine aujourd'hui. Ok. Dont les préparateurs, dont les préparateurs, ouais, ça concerne l'ensemble. Et dont la personne qui est en Chine? Ouais, ça concerne l'ensemble du personnel. Une autre appli qui est indispensable à mon business aujourd'hui, c'est Lifetime.ly. Pas sponsorisé évidemment, mais Lifetime.ly, ça te permet en fait de plugger toutes tes sources de charges variables, à savoir tes coûts marketing, par exemple Facebook, Google, Snapchat, TikTok, etc. De rajouter toutes tes charges produits et ça va venir calculer ton net profit que tu vas réaliser sur ton activité daily. Et ça a été indispensable au pilotage de l'activité. Ok, c'est la première fois que j'en entends parler. Lifetime.ly, L-I-F-T-E comme la Life, Timely, T-I-M-E-L-Y.io. Lifetime.ly. C'est une appli qui coûte pas cher. Qui coûte aujourd'hui $50 ou $99 par mois, je crois. Je paye le forfait pro. Ah oui, tu payes au nombre d'ordres par mois et c'est $49 pour 1000 commandes par mois. Ouais, mais t'as tout. Mais ça remplace ton comptable? Non, ça remplace pas le comptable parce que le comptable il te fait. Lifetime.ly te gère pas la compta. Ta compta analytique. Ouais, toute la partie analytique, donc sur la rentabilité, les charges, ton CAC. Parce que quand tu vas pouvoir synchroniser toutes tes charges marketing, tu beaucoup plus facilement déterminer ton CAC, bah lui il te le calcule automatiquement et en temps réel. Et donc c'est du plug and play quoi. Tu prends Lifetime.ly, tu vas plugger ton Shopify, ton Google Ads, ton compte. Tu synchronises tous tes comptes. Meta. Si tu as déjà rajouté ton coût produit dans ton back-office Shopify, tu n'as même pas rajouté tes coûts produits. Donc Lifetime.ly, c'est exactement combien ça te coûte. À ça, tu vas rajouter tes coûts d'expédition. Tu vas dire, voilà, cette commande-là, quand il y a tant de produits, ça me coûte tant à envoyer. Donc ça, tu le setup une fois, et puis à chaque commande, il le sait. Enfin, exactement. De toute façon, en fait, tu le setup une fois. Il y a, allez, franchement, une demi-journée de taf à fond. Et ensuite, tu pilotes ton business avec une visibilité qui est dingue. Parce que tu sais tout. Excellent. Lifetime.ly.io, c'était un plug gratuit. Sur Shopify. C'est une boîte américaine, évidemment. Bah en fait, Lifetime.ly, moi quand je l'ai installé, c'était indépendant et ensuite ça a été racheté par AMP, qui fait pas mal d'applis. AMP, ok. Voilà, je pense franchement ces deux-là, c'est bon, Zapier, évidemment. Ouais, Zapier. Et Zapier plutôt que Shopify Flow. Zapier donne plus de possibilités en fait notamment sur cette partie de cette particularité que j'ai sur mes étiquettes où je veux faire figurer des données. Pas que les SKU présents dans la commande, mais aussi les quantités associées à chaque SKU. Tu vois, il y a un peu des petites particularités que ne pouvait pas gérer Shopify Flow. Donc, on a choisi Zapier. Et ReelUp. ReelUp, ouais, on utilise ReelUp aussi. Ouais, sur les fiches produits, sur la page d'accueil. Donc, ReelUp, ça permet de rajouter des reels. C'est ça. Que tu fais toi-même ou que tu extrais de tes réseaux sociaux. En fait, on a une grosse présence sur Insta, on a 350 000 abonnés maintenant sur Instagram, on est numéro 1 en France d'ailleurs, je le précise. Et on n'est toujours pas vérifié d'ailleurs, je demande à Meta s'il vous plaît de bien vouloir honorer notre demande, parce qu'on est quand même la première boîte de culottes menstruelles en France. Et donc on va venir intégrer ces reels qu'on fait sur Instagram notamment, directement sur les pages produits, sur les homepages, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux le lier avec la commande directement. Donc à partir de ton reel, on va pouvoir passer. Tu peux passer directement ta commande, rajouter les produits au panier, etc. Ouais, hyper intéressant.
Reel Up, Lifetimely, Zapier, Yotpo, Shopify Plus, évidemment. Vous avez commencé sur Shopify, il n'y a pas eu d'autres migrations. On a commencé sur Shopify dès le début. Je le recommande vraiment parce que c'est fiable et c'est stable en fait. D'un point de vue logistique, le back-office est vraiment solide. Ça te permet de gérer tes flux de transfert de stock entre Shenzhen, par exemple, notre bureau de Shenzhen et la France, avec une précision qui est dingue, quoi. Donc non, c'est bien. Combien tu vises en 2025 ? On vise quasiment x2 en chiffre d'affaires, donc à peu près 15 millions d'euros. Et surtout, ce qu'on veut faire, c'est toujours améliorer nos process pour continuer à livrer nos clients toujours de plus en plus vite et proposer des prix encore plus attractifs pour que encore plus de femmes passent à la culotte menstruelle. Et la distri ? Donc la distribution... Potentiellement les pharmacies, si la loi passe et que tu arrives à y faire ta place. Exactement, potentiellement les pharmacies. On est en discussion avec le gouvernement et le ministère de la Santé pour être un acteur majeur de l'équipement des Françaises quand ce sera pris en charge. On ne pourra pas livrer tout le monde tout seul. Donc j'accueille la concurrence avec un grand sourire. Et voilà. Principalement, après, online, ça marche bien en fait. Parce que les femmes peuvent tester, enfin tu vois, nous en plus, elles peuvent tester le produit, on fait les retours gratuits faciles. Enfin, c'est un produit intime et c'est pratique de l'acheter en ligne. C'est vraiment pratique. Ça arrive dans ta boîte aux lettres, tu le commandes, le lendemain ou 2 jours après, c'est dans ta boîte aux lettres, quoi. Donc c'est pratique. Et discret. J'entends. Et tout ça autofinancé avec ta femme et 3 enfants. Ouais, c'est ça. C'est dur. Non, c'est vraiment dur. C'est clin d'œil à tous les entrepreneurs parce que c'est... Non, c'est vrai, c'est difficile. On se jette pas. Je veux pas me jeter des fleurs. Mais quand j'entends, je consomme beaucoup de podcasts aussi, etc. La résilience, c'est vraiment la clé. Donc une bonne gestion de ton business, évidemment. Mais Steve Jobs qui disait 50% de trucs qui différencient un bon d'un mauvais entrepreneur, c'est juste qu'un bon, il abandonne pas. C'est vrai, c'est vrai. Faut juste pas baisser les bras. Et je pense qu'il y en a plein qui baissent les bras alors que leur projet a vraiment du potentiel. Et je leur jette pas la pierre, c'est juste que c'est trop compliqué. Et moi, je serais vraiment d'avis, tu vois, à un peu comme un service militaire, tu sais, tu devrais avoir dans ta vie, à un moment donné, lancé un projet. Parce que je suis sûr que tu deviens un meilleur employé derrière, parce que tu as compris ce que c'est de l'autre côté, tu comprends la valeur qu'il faut que tu apportes pour sortir un salaire. Ça, moi, avant de lancer une boîte, je ne le savais pas. Enfin, tu penses savoir, tu te dis oui, je rapporte tant, mais en fait, tu ne sais pas combien il faut faire de chiffre d'affaires pour payer un salaire. Et ça t'a donné une force de travail aussi qui est intéressante, parce que quand tu te lances, on ne travaille pas jour et nuit, mais en fait, ton business, il est jour et nuit dans ta tête. Et ça, c'est une vérité. Si en tout cas tu y tiens et que tu veux le développer, ton business, il est jour et nuit dans ta tête, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je me taisais religieusement pour laisser Mehdi finir, et on va finir là-dessus parce que c'était riche et ça m'a bien plu. J'espère, chers auditrices, chers auditeurs, que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout parce que ça termine très très bien. Je suis d'accord avec toi, tout le monde devrait entreprendre un jour ou l'autre. Ouais. Effectivement, ça je l'avais jamais imaginé ou réfléchi comme ça, mais ça te permet de devenir un meilleur employé. Mais c'est sûr. Totalement raison. Même si derrière tu fais autre chose, tant mieux, parce que tu as tenté ta chance. Et si finalement tu te révèles, parce que moi c'était mon cas, j'étais employé avant, ça m'a permis de me révéler, de me donner beaucoup de confiance en moi, parce que tu réussis à faire des choses que tu pensais que tu étais incapable de faire. Donc ça, c'est la première chose déjà. Donc te donner une chance de faire quelque chose que tu pensais pas que tu étais capable de faire. Et même si tu arrêtes ton parcours entrepreneurial, tu as appris tellement de choses. Tu évolues tellement plus vite dans l'entrepreneuriat que tu évoluerais dans le monde, dans le salariat, tout simplement par l'implication. T'es vraiment en mode survival, quoi. Et ça développe plein de capacités. Mehdi, M-E-D-H-I, Zeroual, Z-E-R-O-U-A-L. C'est ça. Et Mathilde Zeroual, même orthographe. Exactement. Sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Et puis surtout, allez faire un tour sur mool.fr.
pour voir ces magnifiques culottes menstruelles dont on a parlé depuis 1 heure. Merci infiniment pour ton temps. Avec grand plaisir. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu. C'est ton 2e podcast ou t'en as fait d'autres? Non, j'en ai fait que 2 pour l'instant. Ok, ouais. Écoute... Mais merci pour l'invitation, c'était chouette. Merci à toi, merci à Maxime pour l'intro, et merci à vous toutes et tous d'être toujours présents sur le panier. Je suis, ça va faire 5 ans je crois, 6 ans, je sais plus que je fais ça. Ça passe vite. 300 épisodes, ça passe vite, mais j'y prends toujours énormément de plaisir. J'essaie de le faire évoluer d'année en année avec peut-être des nouvelles séries, des nouvelles choses. Mais c'est un plaisir. Abonnez-vous à la newsletter sur lepanier.io pour recevoir les épisodes chaque semaine et parfois des petites news. Et merci. Avec grand plaisir. Et merci à vous, merci à toi. Salut. Salut.